les plus beaux métiers du monde ou la passion dévorante du marché de l'art. Lorsque l'on est passionné, on a l'habitude de dire de son métier qu'il est le plus beau du monde. Mais alors, le plus beau métier du monde, quel est-il? Et comment est-il défini par ceux qui l'exercent? Nous parlons de passion, mais quelle passion plus fantasmée, plus dévorante que celle que l'on a pour l'art. Au cœur du marché de l'art, le métier de référence est celui de commissaire-priseur. Si vous avez la chance de discuter avec l'un d'entre eux, la majorité vous expliquera qu'il faut aimer l'art, aimer les gens. Alors quoi de mieux que l'écoute d'un podcast pour permettre la rencontre avec ces métiers qui font la richesse du marché de l'art? L'origine de ce podcast remonte à une conversation passionnante entre Prudence Basset et moi-même, Inès Allard, sur les métiers transmis de génération en génération dans le domaine de la culture. Nous avons réalisé qu'il s'agissait souvent de métiers d'artisans avec un savoir-faire particulier ou bien des métiers aux connaissances très précises comme les experts ou les commissaires-priseurs. C'est pourquoi nous sommes partis pour vous à la rencontre de ces personnes passionnées qui font vivre le marché de l'art. Pour ce premier podcast, nous vous proposons d'écouter Maître Evrard et Maître Fabre qui vont vous dévoiler leur passion qu'ils vivent au quotidien. L'étude Evrard et Fabre fut créée en 2018 par deux commissaires-priseurs, Blandine Fabre et Guillaume Evrard. Cette étude, située au cœur du 7e arrondissement de Paris, organise des ventes aux enchères publiques ouvertes à tous à Drouot. Nous avons désormais quelques questions à leur poser. Est-ce que lorsque vous étiez enfant ou adolescent, vous imaginiez déjà devenir commissaire-priseur? En tout cas, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir commissaire-priseur? En ce qui me concerne, c'est vraiment une rencontre de hasard. Il se trouve que j'étais plutôt matheuse, scientifique, avec l'idée de faire une école de commerce, quelque chose de très high level. Et qu'en même temps, je faisais beaucoup de piano. Et donc, par conséquent, je naviguais un petit peu en me disant, je fais une prépa un peu sévère et tout, ou au contraire, je continue le piano, je m'ouvre à plein de choses, etc. Et je me suis inscrite en histoire de l'art à la faculté de la Sorbonne, ne sachant pas où ça allait me mener. C'est vraiment les études sans issue pour beaucoup, un peu compliquées à gérer. Et le hasard a fait que j'ai fait une rencontre merveilleuse avec une de mes très chères amies qui s'appelait Anne-Marie Guillaumin, dont le père, Paul Guillaumin, en fait, a dirigé l'Hôtel des Ventes pendant très très longtemps. C'était vraiment une figure de l'Hôtel des Ventes du Drouot avant le nouveau Drouot. Voilà. Et donc Anne-Marie m'a emmenée à Drouot. Et là, j'ai eu le flash, je me suis dit, mais génial, c'est un métier à la fois commercial, où on s'amuse, on découvre, on comprend l'histoire, on a plein de choses à découvrir et faire d'immenses rencontres, toujours nouvelles, toujours différentes. Et donc, de ce jour-là, je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. C'est le hasard de la vie qui m'a mis sur ce chemin. Et finalement, à force d'être convaincue de ce que je voulais faire, j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, on a pu monter un cabinet avec Guillaume, ce qui était aussi pas prévu dans mon parcours, mais finalement qui est très exaltant. Voilà. Très exaltant. Et alors vous, Guillaume, du coup, quand vous étiez enfant ou adolescent? Alors moi, j'ai toujours voulu faire ce métier. Donc, voilà. J'avais pas une passion pour les études. Donc, je me suis dit, l'avantage d'avoir un point de mire, c'est que on y va le plus vite, on passe les études et après on s'amuse. Du coup, les choix n'ont pas été très compliqués. Le droit d'abord parce que ça rassure les parents et que le droit mène à tout. Donc, voilà. Quelques interrogations de savoir si on se lance vers le notariat ou vers le marché de l'art. Et ensuite, l'histoire de l'art et des stages. Et après, d'un stage à l'autre, école, stage et ensuite embauche chez des confrères, d'abord Rossini, Couteau-Bégari, Thierry de Maigret et maintenant Evrard Fabre. Comment est-ce que vous êtes associés? Comment vous êtes rencontrés? Ah ben ça. Vous avez la rencontre. Oui, la rencontre. La rencontre. Alors j'ose dire que c'est un peu à mon initiative, exactement. À vrai dire. Hein, c'est un appel. C'est un appel. C'était quoi l'appel de... En fait, j'avais l'idée d'essayer de monter une étude. Et mon idée première, c'était de me dire, une étude, et vu l'avancée en carrière qui était la mienne, c'était pas pour y vivre 20 ans. Donc l'idée, c'était de monter une structure avec un plus jeune associé qui permette de donner une longue vie à l'étude si toutefois elle avançait et elle se prospérait. L'idée, c'était de me rallier avec un plus jeune commissaire-priseur et si possible un homme, parce que je trouve que
le côté duo femme-homme peut apporter beaucoup par rapport à la clientèle, par rapport à la réflexion de l'entreprise, etc. On n'a pas forcément les mêmes visions. Et donc, voilà, donc j'ai regardé un petit peu autour de moi les jeunes commissaires-priseurs que je pouvais connaître. Et j'avais repéré Guillaume, parce qu'il se trouvait que j'avais pu travailler avec Thierry de Maigret à un moment de mon cursus. Et c'est vrai, j'avais repéré Guillaume et je m'étais dit, tiens, c'est un jeune qui aime ce qu'il fait, il est entreprenant, il a beaucoup d'idées et il aime les clients surtout. Il y a une façon de s'adresser aux clients, d'être en phase avec les gens. Et donc, voilà, on s'était aperçus, on se connaissait. Donc, du coup, ça s'est loin. transformé par un appel en disant, tiens, Voilà. allons prendre un petit déj. Et on s'est retrouvés à l'hôtel. T'en es où? Qu'est-ce que t'as envie de Mais encore faire? grâce au village de Roux, Voilà. quelque part. Mais évidemment. Parce qu'en C'est ça fait, qui est c'est quand même une famille où on se connaît de Un peu loin en tous. loin, pas tous hyper bien, mais Oui, on se de connaît loin. quand même, on se connaît. Est-ce que je pourrais vous poser la question de quel était le plus gros challenge quand vous vous êtes lancé dans un milieu qui est quand même concurrentiel? La partie concurrentielle du métier, elle est différente de l'association elle-même, parce qu'il peut y avoir des écueils dans les deux cas. Donc, quand on s'associe avec quelqu'un, la principale question à se poser, c'est est-ce que ça va marcher? Comment on va s'entendre? Est-ce qu'on va apporter le même flot de dossiers? Est-ce qu'on va parler économie? Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce que, quand il y aura des décisions à prendre, est-ce que ça va marcher? Il se trouve qu'après près de 5 ans, globalement, il n'y a pas eu de temps d'orage, donc on continue. Au cours de ce stage, je vous ai offert un livre. Vous avez bondi, Blandine, quand vous avez déballé le paquet, parce que ça s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, et vous avez dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, ça m'a inspiré une question pour vous. Est-ce que vous avez été confronté à un échec au cours de votre carrière? Et de quelle manière est-ce que vous l'avez apprivoisé ou transcendé En l'occurrence, en fait, je dirais pas des échecs, mais des difficultés certainement, oui. Et l'idée de monter mon cabinet, c'était lié certainement à une difficulté à laquelle il fallait que je fasse front. Et voilà, donc c'est en fait, ça m'a permis de rebondir. J'aurais jamais eu l'idée de monter mon cabinet s'il n'était pas arrivé ce qui m'est arrivé. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est la vie. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai pris, je l'ai lu. Ah, vous l'avez lu? Et je me suis dit, c'est vrai que de toute façon, un échec n'est jamais complètement un échec. Ça vous permet de faire un retour sur vous-même, de découvrir plein d'autres choses. Et souvent, ça peut être source d'opportunités, effectivement. Et en l'occurrence, c'était le cas. Mais Voilà. c'était une impertinence un peu de votre part aussi de se lancer dans une étude de commissaire-priseur, peut-être de vous dire que vous aviez votre part, enfin, ou je sais pas, votre marque à donner à Drouot, je sais pas. Bon, je dirais pas que j'ai une marque à donner à Drouot, je pense Ou plutôt votre que envie, je sais pas. c'est l'idée d'accomplir un peu le métier que j'ai suivi pendant 30 ans et d'être aux manettes d'une entreprise où on fait à sa façon, De dans gérer son pleinement style. comme on l'entend. Voilà, d'être complètement dans son métier. Et quand on a après derrière soi un certain nombre d'années, on se sent à l'aise, plus à l'aise avec les clients, plus à l'aise avec plein de choses. Et donc, voilà, mais j'ai découvert beaucoup de choses depuis 5 ans. Parce que gérer une entreprise, on n'est pas du tout formé à ça non plus. La comptabilité. Dans nos métiers de commissaire-priseur, gérer une entreprise, voilà, et travailler énormément. Pour vous, Guillaume, du coup, la vertu de l'échec, quelle était-elle? Ah bah, l'échec, on en connaît tous. Enfin, les premiers dans le métier, enfin, c'est l'examen. Et vous, c'était l'examen? Et je l'ai passé quelques fois. Donc, Tu t'es entêté. Bien oui, fait. je me suis un petit peu entêté et j'en tire des leçons sur cette volonté. En tout cas, ça m'a conforté dans le choix. On reprend pas des révisions plusieurs fois si le chemin qu'on envisage de prendre n'est pas le bon. Ça ne fait que conforter et du coup réconforter dans les moments de doute en se disant est-ce que j'ai raison de Vous me êtes lancer accroché à votre vocation malgré tout ce qui a pu vous... Oui, puis la passion de l'objet fait que on oublie assez vite. Il doit y avoir une sorte de résilience aussi de la souffrance de l'examen, aussi de la beauté du métier au quotidien. Voilà. De l'outil du quotidien. Mais oui, Blandine, dites-nous, le part du judiciaire un peu dans votre métier. Dans le sens où quand on est commissaire-priseur, on traverse quand même beaucoup d'existences, enfin on s'attache pas vraiment aux choses. Oui, le judiciaire, à vrai dire, on a choisi de pas le choisir dans notre métier aujourd'hui.
On est plutôt dans le Volontaire. l'objet d'art, voilà. c'est Mais quand ça même aussi, un quand truc qui est important. sur du judiciaire, vous rencontrez des dirigeants d'entreprise qui sont en liquidation pour 36 raisons, c'est-à-dire soit c'est un problème de gestion, soit c'est cyclique, hein, certaines activités qui ne fonctionnent plus parce qu'elles rencontrent plus les demandes ou qu'elles sont délocalisées, vous êtes en contact humain avec un dirigeant d'entreprise qui va céder ce qui faisait son outil de travail. Et là, on rentre dans l'intime, au même titre qu'on rentre dans l'intime dans le cadre d'une liquidation de succession et on rentre dans le secret de la famille. Et bien là, on rentre dans le secret du dirigeant, de savoir quelle est la machine, quelle est sa fonction, comment est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'elle est rattachée à un opérateur et comment lui a l'habitude de l'utiliser. Et voilà. Et donc, ce sont des histoires de vie, qu'elles soient industrielles ou familiales. J'avais une autre question sur la rencontre un peu de votre vie professionnelle, on va dire. Blandine l'a déjà dit, c'est votre amie dont vous parliez au début, mais vous, Guillaume, vous n'avez pas une rencontre dans votre vie? Les rencontres, elles se sont faites à travers les stages, à travers justement les personnalités de Drouot qu'on rencontre, les personnels d'études, les clercs principaux, commissaires-priseurs. C'est vrai qu'en tant que stagiaire, souvent, on communique plus avec les clercs des études, parce que ce sont nos interlocuteurs directs et plus quotidiens. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens passionnants qui ont su me faire découvrir le métier, les spécificités de cet hôtel des ventes qui n'existe nulle part dans le monde, en sachant qu'un hôtel des ventes dans lesquels les maisons de vente, commissaires-priseurs, amènent le fruit de leurs recherches, des ventes qu'ils ont montées, constituées au fil des dossiers. Et donc cet hôtel où il y a 16 salles avec en permanence des expos, des ventes, ça n'existe nulle part ailleurs. Et cette espèce d'effervescence permanente, tout le monde a sa place et il y a une place pour chacun. C'est-à-dire que, comme au théâtre, du metteur en scène au souffleur, au régisseur, celui qui lève le rideau. C'est un travail d'équipe en fait, hein, toujours. On ne fait rien tout seul. Le commissaire-priseur qui est au marteau, c'est la partie émergée de l'iceberg et visible au moment de la vente. Mais vous avez des clercs au procès-verbal, des gens qui tiennent les étiquettes. Alors ça, c'est un grand métier qui n'existe nulle part ailleurs qu'à Drouot. Les étiquettes, qu'est-ce qu'ils font les gens sur la tribune? On ne sait pas, mais on se pose la question. Alors du coup, les gens repartent avec plein d'interrogations. Les collaborateurs qui appellent les clients pendant la vente pour que les gens non présents puissent continuer à participer à la vente. Maintenant, le cyberclerc qui gère les enchères sur Internet. Le crieur qui est le relais entre la tribune et la salle. Les commissionnaires qui sont le relais entre le magasin, la tribune, la salle, les clients, acheteurs. Et chacun est important pour la réussite Exactement. de l'événement. Et ces ventes qu'on organise à Drouot sont des ventes avec un lien entre l'étude, le personnel d'études, les clients. Et tout cet ensemble fait partie Et donc le fait d'avoir un crieur fluidifie tous ces échanges. Le fait pour les clients de donner leur bonne identité, d'être accompagnés dans leur achat. Parce que prendre la parole en public pour un client quand on est dans une salle, ça peut être intimidant. Donc avoir un crieur qui vient vous voir, qui vous prend en main pour vous expliquer comment la suite des enchères va se passer. Donc oui, chacun a sa place. La question suivante est plus personnelle. Elle concerne les objets sur lesquels vous travaillez, les objets qui font votre quotidien, votre travail tous les jours. Qu'est-ce qui fait le bel objet, ou alors quelle est la part de laideur dans votre métier? La beauté, on peut la trouver dans n'importe quel objet, même un objet usuel basique. Je cite souvent cet exemple j'aime bien les outils anciens, enfin tout ce qui est art populaire, parce que dans l'art populaire, c'est la simplicité de l'objet, c'est la simplicité de la matière, et c'est l'objet dans sa vocation la plus stricte, contrairement à un tableau ou autre qui a une vocation décorative. Un objet, quand on prend par exemple un rabot en bois, ça a vocation de raboter une planche et d'enlever de la matière. Bon, ça s'arrête là. Sauf que quand on regarde des rabots du 18e, on en trouve assez peu, mais parfois on en trouve quand même, mais le 19e, vous en avez qui sont sculptés en forme d'animaux, en forme d'oiseaux, et ça n'a aucune utilité dans la vocation de l'appareil. En revanche, ça a une vocation esthétique, parce que on se replonge dans le quotidien des ouvriers qui utilisaient tel ou tel outil à l'époque. Et en effet, il n'y avait pas Netflix le soir, il n'y avait pas tout ce qui permet de s'occuper jusque tard dans la nuit grâce à l'électricité.
En fait, on s'éclairait à la bougie, et ben, on avait un couteau, on avait un outil en bois, et ben, on le sculpte en regardant la nature, et ça donne des objets qui sont uniques et qui ont le poids des ans, qui ont le poids de l'attachement à la personne qui les a utilisés. Et c'est vrai que quand ces objets, vous les prenez en main, vous pouvez pas être insensible au fait que, tout de suite, la main se place idéalement pour travailler. Et donc, ces objets qui sont basiques, qui n'ont aucune vocation esthétique, deviennent des beaux objets. Donc, au même titre qu'une commode de BVRB, qu'un tableau de Poussin ou de Soulages, ou voilà. Enfin, on peut trouver du beau partout. Et vous, Blandine, qu'est-ce qui fait le bel objet ? La notion du beau, elle est très relative. Hein. Chacun voit le beau, voilà. Après, je pense que ce qui nous étonne parfois, c'est le soin qui est apporté à un objet dans sa construction, sa conception, que ce soit à la fois du design dans une ligne très étonnante ou une arme damasquinée avec un soin incroyable alors que c'est un objet d'arme à feu. Donc c'est ça, c'est le soin porté à effectivement un objet, lui donner une personnalité, ce qui fait sa beauté. Voilà, mais c'est pas la beauté, il y aurait des choses laides, des choses belles, je pense que... Alors après, j'ai aussi d'autres questions pour vous. Le marché n'est pas forcément lié à la beauté des objets, surtout. Oui, c'est vrai. C'est un peu le goût aussi. Oui, c'est le goût du temps, c'est l'influence, c'est l'envie des gens qui peut être influencée. Mais un objet peut être très beau et ne pas valoir grand-chose. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre en fait aux jeunes générations. À Drouot, ils peuvent trouver des objets intéressants, qui sont personnalisants, qui personnalisent leurs intérieurs, qui sont accessibles en fait au niveau du prix. C'est des objets uniques, qui ont une histoire, qui s'accrochent puis qui correspond aussi à notre génération, puisqu'on est... oui, et puis quand vous achetez un objet à Drouot, c'est comme quand vous l'achetez dans une brocante, vous n'êtes pas passif, c'est-à-dire que... Il y a un plus à Drouot quand même. Non, mais il y a un plus dans la mesure où vous allez vers l'objet. Et dans cette démarche, contrairement à dans tous les magasins de la grande distribution, des meubles à monter soi-même, etc., vous retrouvez des meubles chez tous les copains. Bon, c'est sympa, c'est décoratif, c'est fonctionnel, mais c'est pas ce qui fait le charme et le côté atypique ou intéressant d'un intérieur, et donc un révélateur des gens qui gèrent cet intérieur. Donc, un objet que vous prenez le soin de choisir sur un catalogue ou qu'il soit papier ou internet, vous vous attachez déjà à cet objet. Et vous regardez, il est sympa, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais il y a l'enchère aussi, quelque part. Et après, voilà. Mais il y a l'enchère, il y a le fait qu'on se bat pour l'objet. Mais ça fait partie de l'histoire que vous allez créer et du lien que vous allez créer avec l'objet. Parce que une fois que vous aurez réussi à l'avoir, et bien il va arriver chez vous sur une étagère, sur un meuble, sur un mur. On lui donne une nouvelle vie. Vous n'allez pas le regarder pareil. Voilà. Et c'est tout ce qui fera la force d'un objet acheté en vente publique. Venez acheter en vente publique. Et du coup, j'ai pas vraiment une question. C'est plutôt une précision, on va dire. Moi, j'appelais ça un peu la parole du maître de stage, parce que vous avez des approches assez différentes, je trouve, du métier. Vous, Guillaume, vous m'aviez dit une fois, mais tu ne peux pas faire ce métier si tu ne sais pas comment fonctionne un meuble ou comment est-ce qu'on monte un meuble. Oui. Et Blandine, vous aviez dit une fois, mais notre métier, c'est un peu un métier d'artiste, alors qu'a priori, on ne produit pas les œuvres. C'est ça que je trouvais ça intéressant. Et du coup, est-ce que vous pourriez préciser votre pensée au moment où... Sur la partie... Parce que vous avez une approche plus sensible, je trouve, à l'objet, vous, Guillaume. Je maintiens qu'on pourrait faire une expertise les yeux fermés. C'est-à-dire prendre un objet et ne passer que par le toucher, que par l'odorat, que par d'autres sens que le sens de la vue. Quand vous prenez un meuble du 18e, vous pouvez le caresser, vous ne vous blesserez pas. Vous allez avoir une douceur parce que c'est la main de l'homme. Quand vous prenez la main de quelqu'un, vous ne vous blessez pas sur une main. Et bien parce que ces meubles-là, ils ont été faits par la main de l'homme. Les plaquages ont été faits par la main de l'homme. Les structures, les bronzes ont été repris après moulage et ciselure. Et contrairement à un meuble à partir du 19e où le travail, la technique devient industrielle, produit avec des machines, avec l'électricité, avec tout ce que l'industrie a pu apporter de merveilleux dans la fabrication de ces meubles et dans des techniques nouvelles. Donc c'est pas du tout mettre le 18e contre le 19e, au contraire, mais c'est simplement respecter la spécificité de chaque époque. Eh bien, en passant la main sur un meuble du 19e, vous n'aurez pas le même ressenti que sur un meuble du 18e.
Et c'est valable sur plein d'objets. Vous prenez un jade chinois, eh bien, un jade chinois qui vient d'être taillé, ou même il y a 50 ans, vous n'avez pas besoin de le regarder, vous le touchez, les angles sont râpeux, c'est pas... Voilà. Alors ça, ce sont des techniques qu'on apprend sur le tas. Vous aviez fait un stage, je trouve ça intéressant, chez un ébéniste, c'est ça, Oui, tout à fait. Oui, mais je trouve ça intéressant cette approche, parce que nous, on ne fait pas on nous impose pas, entre guillemets, des stages ouvriers. On me l'avait pas imposé non plus, mais ça me paraissait... pourrait se faire, je trouve, parce que ça me paraît... En fait, ça devrait faire partie 100% de la formation. Aller chez des maîtres verriers pour comprendre comment est-ce qu'on fait du verre. Aller faire de la production de céramique, qu'elle soit faïence, porcelaine, aller chez un restaurateur de tableaux pour comprendre. Alors ça, c'est la force c'est la force des stages, c'est de se dire, le stagiaire, il emmène des tableaux à gauche, à droite. Non, ça se résume pas à ça. C'est que quand on va déposer un objet chez un expert, on rencontre également l'expert, on rencontre également d'autres objets qui se trouvent chez l'expert, et c'est à ce moment-là qu'il faut bénéficier du savoir de l'expert. J'avais fait à l'occasion d'un stage emmener un tableau qui était potentiellement attribué à Courbet pour le passer à la radio. Et bien c'est formidable parce que vous allez rentrer dans la toile jusqu'au premier trait de dessin, premier trait de crayon qu'on va appliquer sur la toile. Quand on a vu ça, on regarde pas le tableau de la même manière. Et on comprend tous les repentirs, toutes les petites modifications. Et une fois qu'on a compris ça, quand vous allez travailler avec un restaurateur de tableaux, eh ben, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il enlève une couche picturale qui est en fait un vernis qui a été posé au 19e sur une toile du 18e mais qui a jauni ou voire noirci parce que ce sont des vernis au goudron. Toutes ces techniques-là, si vous les avez pas comprises, vous pouvez les cerner, mais vous les connaissez pas. Vous, Blandine, alors le métier d'artiste chez les commissaires-priseurs, alors qu'on ne produit pas d'une certaine manière. Non, on ne produit pas, mais on crée un événement, donc on crée une vente. Et donc, en amont de la vente, c'est un métier d'artiste parce qu'en fait, on est soi-même et on rencontre deux gens très différents. C'est composé avec des gens qui sont différents, qui ont des attentes différentes, qui ont des problématiques familiales, etc. Comprendre d'où viennent les objets et en fonction de ces objets, créer quelque chose qui magnifie le plus possible l'objet pour en tirer le meilleur prix et réaliser des expositions, des catalogues et après animer comme une pièce de théâtre une vente. Donc rencontrer les acheteurs et puis mettre une ambiance dans sa salle, c'est sûr. Donc ça demande beaucoup de talents différents. Je pense qu'on n'est pas tous doués dans les mêmes gammes. C'est là qu'on rejoint le fait que chaque personne au sein de Draw à sa place. Apporte son style et sa touche. Et une petite dernière question. Quelle est la période de l'histoire de l'art que l'on préfère, ou la période artistique que l'on préfère? Moi, j'ai jamais été capable de répondre à cette question. Si on choisit une, on en exclut d'autres. C'est la force de notre métier, c'est de ne pas avoir à choisir. Ouais. C'est-à-dire que le lundi, on va rencontrer un collectionneur de boîtes de camembert, de bacs de cigares et de muselés de champagne. Le mardi, une des plus grandes collections de tableaux 19e ou 18e, classiques, bien rangés. Le mercredi, on va aller voir un collectionneur de street art. Le jeudi, aller faire un inventaire dans un appartement dont la personne peut être atteinte du syndrome de Diogène et dans ce cas-là, rentrer dans une espèce de bric-à-brac innommable. Voilà. Et donc ça, c'est la force de notre métier, c'est de pouvoir tout voir. Sur la question de la spécialisation de ce qu'on préfère ou pas, effectivement, je pense que si on avait eu un goût particulier pour une époque, on ne serait pas commissaire-priseur, on serait expert. Et ça, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel j'aimerais être expert? Et je me suis dit non, c'est trop limitatif. J'aime la diversité et je peux m'émouvoir devant aussi bien un objet antique qu'un meuble design d'aujourd'hui. Voilà, c'est... Et je crois que vous avez rencontré certains de nos experts qui sont quand même passionnants. Oui, mais passionnants parce que passionnés. Parce que eux, justement, ils vont à fond de la spécialité. Et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre tous les jours. Et ils sont passionnés. Mais c'est vrai que c'est une autre... ils sont plus des chercheurs dans l'esprit, en fait. Les experts, eux, se penchent quand même plus sur les objets. Je trouve, ils creusent plus loin. Leur avantage, c'est qu'ils retiennent un peu plus les objets avec eux, entre guillemets. Et j'avais une question, c'est est-ce que vous, dans votre vie, vous avez un objet dans cette étude que vous auriez voulu retenir plus longtemps?
Bon, on a la chance de pouvoir vivre avec les objets autour de nous, donc c'est souvent Mais C'est compliqué. les avoir Hein. sous C'est les compliqué. yeux pendant un certain temps, les caresser tous les matins, et puis un beau jour, ils quittent l'étude et... En fait, Voilà, c'est quand ils ont quitté vivent leur l'étude vie. qu'on se dit qu'on aurait dû vivre Qu'ils vont encore avec encore avec plus eux. longtemps. Voilà. Mais s'ils ont quitté l'étude, c'est que tout s'est bien passé et que nos clients vendeurs sont contents. il y a aussi un cliché sur le métier de commissaire-priseur, c'est celui que ça se transmet de père en fils, enfin, de génération en génération. Mais là, je crois qu'on le dément. Oui, vous le démentez, mais est-ce que vous avez quand même envie de le transmettre quelque part? Parce qu'il y a plein de métiers qui se transmettent comme ça à Drouot. On n'est pas obligé de le transmettre à ses enfants. On peut le transmettre tout court à d'autres. Ce qui est triste, c'est de ne pas le transmettre. Quelle que soit la personne à qui on le transmet. C'est encore plus valable pour nos experts, Ah oui. qui ont un vrai savoir spécialisé dans un domaine bien précis. Passer leur vie à approfondir la connaissance, et effectivement, ils ont presque le devoir de transmettre... Et oui, et c'est malheureusement, beaucoup ne le font pas, et c'est très dommage parce que quid de la suite. Ouais, c'est des savoir-faire Et qui se perdent aussi, je trouve. Oui, des savoir-faire, des connaissances, et du coup une expertise, et donc une révélation de l'objet sur le marché, parce que les clients acheteurs, il y a les gens qui connaissent, mais il y a aussi les gens qui ne connaissent pas. Et si on leur apporte un objet sans leur expliquer quelle est son histoire, quelle était son utilisation, ça c'est l'expert qui fait ce travail-là sur certains objets, on n'arrive pas à les emmener et à leur faire découvrir tel ou tel objet. Est-ce que vous trouvez que c'est un métier qui est difficile, ou est-ce que la passion que vous avez eue pour ce métier vous a fait surpasser toutes les difficultés? Bon, les difficultés, je pense qu'on les suit, mais comme tout chef d'entreprise, avec au quotidien, avec des difficultés qui souvent sont pas liées au métier directement. Et c'est ça qui est poussif. Après, le métier en tant que tel, encore une fois, quand on le fait, on n'a pas l'impression d'aller travailler. Oui, c'est pas un métier de rêveur non plus, c'est un métier très concret. Ah, c'est complètement concret. Oui. Qui demande beaucoup d'aptitudes très différentes. Je pense que c'est bien d'être associé parce que justement on se complète. Pas juste une technique, c'est beaucoup de capacités différentes parce que les commissaires-priseurs français sont quand même des petites unités pour beaucoup et donc des petites entreprises vraiment à mener avec toutes les problématiques de l'entreprise. C'est pas sectorisé, on s'occupe pas juste de la clientèle ou juste des objets ou juste tout l'ensemble et c'est ça qui est passionnant. En fait. Et on a des collaborateurs formidables sur qui on peut s'appuyer. On arrive à la question signature du podcast. Est-ce qu'à vos yeux, vous exercez le plus beau métier du monde? Et la nuance à vos yeux est importante. Alors, moi, je pense que j'ai énormément de chance de pouvoir vivre ce métier que j'aime. Mais je pense que le plus beau métier du monde, c'est celui auquel vous êtes destiné et que vous aimez. Et c'est vrai que pouvoir travailler dans ce que vous aimez, ce qui vous fait le plus plaisir au quotidien, ça, c'est vraiment une chance. C'est ça le plus beau métier du monde. Il n'y a pas de... Tous les métiers sont... C'est celui pour lequel le matin on se dit chouette, je pars travailler. Voilà. Et c'est tout pour vous, Guillaume. Mais c'est énorme. C'est énorme. Oui. Pour éviter de se dire on est dimanche soir. Enfin, on est vendredi. Quand on est avec des clients, en tout cas, je trouve qu'il faut être quelqu'un d'assez humble. On est à l'écoute du client, qu'il soit vendeur ou acheteur. Et je trouve que c'est ce qui fait un peu la beauté du métier aussi, qui force entre guillemets à l'humilité, dans le sens où on sait qu'on maîtrisera pas tous les domaines de l'histoire de l'art, on sait qu'on se spécialisera jamais. Et ça veut dire qu'on en apprendra toujours. Oui, c'est le côté balsacien du métier, moi, qui me plaît, on va dire. Je remercie aussi Inès, qu'on n'entend pas beaucoup dans le podcast du coup, mais bravo à toutes sans les deux, en qui tout cas. le podcast n'existerait pas. Très bonne initiative. Et... Merci Inès, merci Prudence. Et qui est votre Claire. Et voilà, je suis très contente de vous avoir rencontré. Nous également. Et d'avoir pu changer ma vision du métier, on va dire. Merci de votre accueil. Oui. Merci. Au revoir. Merci. C'était Les plus beaux métiers du monde. Nous vous remercions pour votre écoute. Prise de son, montage, mixage, Inès Allard. Interview et écriture, Prudence Basset. Partenariat avec la maison de vente Levrard et Fabre. Nous remercions Edgar Payet pour son aide et ses précieux conseils.